Donc bonjour, le titre a déjà été cité, je ne vais pas le refaire. Je viens vous parler de ma réflexion dans le contexte de mes résultats préliminaires de ma recherche doctorale. Donc le plan, en fait, ce que je prévois faire, c'est vous mettre en contexte du New Public Management dans la gouvernance en santé au Québec. Ensuite, vous donner un aperçu de la réforme Barrette de 2015 et vous présenter brièvement ma recherche et les réflexions que j'ai par rapport aux effets de la réforme sur les processus démocratiques et les enjeux éthiques que ça soulève. Donc, le nouveau management public au Québec depuis le début des années 80, comme dans l'essentiel des pays de l'OCDE. Ce qu'on entend par là, c'est une organisation des services publics qui se fait à partir de principes de gestion comptable issus du domaine privé. Donc, on met de côté davantage une logique de droit pour mettre l'accent sur une logique comptable. Et les conséquences, il y a beaucoup d'écrits et de réflexions sur les conséquences du New Public Management sur les institutions de la démocratie. Ici, on peut parler de la fragilisation des institutions de la démocratie, des institutions démocratiques, notamment parce que c'est pas rentable en termes de temps de mettre des mécanismes de consultation des citoyens à disposition. Donc ça, c'est une des choses qui a été un peu élaguée suite dans ce processus-là. Et la crise du professionnalisme, là, j'en parle parce que là, moi, je m'intéresse particulièrement au domaine de la santé. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui vivent les répercussions de ça dans leur milieu de travail parce que la logique managériale qui prédomine est dans un contrôle des actions, une mesure quantitative des résultats des actions des professionnels, ce qui va avoir au final comme effet, notamment de réduire leur autonomie professionnelle et donc ça va générer une relation différente à leurs clients et, disons, des bases décisionnelles différentes de celles qui devraient être celles du professionnalisme, c'est-à-dire plus la rentabilité, l'efficacité, le résultat en termes de coût. Donc, dans l'administration de la santé au Québec, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? C'est à peu près depuis 2002 là, qu'on voit que ça se concrétise, ce processus-là. C'est une logique de gestion centrée sur la création de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la valeur en santé? C'est-à-dire le ratio entre les résultats de santé obtenus et l'argent qui va être dépensé. Bon, déjà, on peut se questionner sur qu'est-ce qu'on entend par résultat de santé, puis c'est quoi notre conception de la santé dans cette logique-là. Les trois principes de base, c'est la mesure systématique des résultats de santé axés sur le patient et des soins associés à l'ensemble du parcours de soins. L'identification de groupes de population spécifiques qui partagent les mêmes conditions et le même profil de risque, ainsi que des cibles quant aux résultats de santé et aux coûts associés à chacun des groupes identifiés. Donc, on s'entend qu'on parle de cibles et de résultats quantifiables constamment. Et le développement de parcours de soins personnalisés. Personnalisés, c'est-à-dire pour les profils qui correspondent à chaque catégorie qu'on va avoir créée. Quelques impacts généraux là, de ces processus-là sur les processus démocratiques. En fait, depuis 2002, depuis que c'est commencé, l'essentiel de ce que ça a fait, c'est que ça a créé des structures de plus en plus grandes. Là, on est rendu maintenant avec des méga structures, comme on va le voir quand je vais parler de la réforme Barrette plus précisément. Et ce que ça crée, premièrement, ça crée l'éloignement des citoyens et du personnel de soignants des lieux de décision, donc des lieux de gestion. Ensuite, il y a une diminution de la prise en compte des réalités régionales et du terrain. Pour les non-québécois, il faut savoir que l'administration d'un établissement de santé en zone urbaine, il y a vraiment des réalités qui sont différentes de celles en région éloignée où il y a immensément de territoires à couvrir et les citoyens ont droit d'avoir accès aux services et soins, peu importe où ils habitent sur le territoire. Et l'élimination de la présence de représentants élus de la population sur les CA. Ça fait partie des impacts du New Public Management en santé sur les processus démocratiques. La réforme Barrette, plus précisément, qui date de 2015, mais qui est toujours dont les impacts se font toujours sentir, s'inscrit dans la continuité du New Public Management. Donc,
En résumé, c'est la mise en place de méga-structures. On est passé de 182 établissements à 34 établissements. Donc, c'est un éloignement encore plus grand des lieux décisionnels, des réalités locales. Ensuite, il y a une centralisation, je dirais, inédite là, des pouvoirs au ministère. Donc, c'est maintenant le ministère qui fait l'évaluation et la nomination des présidents et présidentes directeurs généraux, des administrateurs indépendants, qui fait la planification stratégique pour chacun des établissements et même il propose des organigrammes parmi lesquels il faut choisir. Bref, tout ça, ça vous donne une idée. Il y a une grande diminution de responsabilités et de contre-pouvoir aux citoyens. Ça, c'est ce qui s'est poursuivi, mais notamment, là, particulièrement fortement, disons, avec l'abolition du commissaire à la santé et au bien-être, dont 18 forums citoyens, et aussi l'abolition des postes, désolé pour la parenthèse de trop, l'abolition des postes de citoyens au CA, comme je mentionnais tout à l'heure. Et une plus grande bureaucratie parce que comme on s'éloigne, la gestion s'éloigne, il y a tout un palier de gestionnaire qui a été, disons, éliminé. Donc la gestion s'éloigne des milieux de pratique, on est beaucoup dans une logique de contrôle pour accéder à plus d'efficacité supposément, mais ce que ça fait, c'est que ça crée des modes de vérification et de contre-vérification à chaque palier. Donc on est vraiment dans une logique de contrôle administratif qui amplifie la bureaucratie. Donc moi, ma recherche doctorale portait sur les membres de conseil d'administration des établissements de santé. Donc maintenant, on est rendu à 34 conseils d'administration, donc parce qu'on est rendu à 34 établissements de santé au Québec. Et moi, je me suis intéressée à, dans ce contexte-là, c'est qui les membres de conseil d'administration, pourquoi ils font ça, et pour qui ils occupent ce poste-là, puis comment ils arrivent à actualiser le sens de leur engagement dans leur expérience au sein du conseil. Donc, mes principaux objectifs, c'est vraiment de mieux comprendre leur rapport éthique et politique à leur rôle d'administrateur et de dresser un portrait des membres des conseils d'administration sur le plan de l'éthique et du politique. Je vais vous décrire plus en détail ma méthode plus tard, mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que, de façon générale, là, pas juste dans ce contexte-là, là, sur l'éthique dans les conseils d'administration, c'est un sujet où on sait peu de choses sur les personnes en tant qu'individus. En fait, sur les individus, on étudie on va les étudier sur le plan démographique, par exemple, pour voir les corrélations avec la performance ou avec la responsabilité sociale des entreprises, mais vraiment le sens qu'ils vont donner à leur engagement, comment ils vont concevoir leur rôle, c'est quelque chose de peu étudié. Donc, rapidement, cadre conceptuel sur lequel je me suis basée avant de faire ma collecte de données. Ici, je veux juste préciser qu'on ne conçoit pas l'éthique comme l'application de règles ou de normes, mais bien comme un processus de réflexion qui va être orienté à partir du système de valeurs de l'individu, qui lui-même se construit dans son rapport au monde, et qui va le guider dans ses décisions, donc au regard de ce qui va déterminer comme bien, comme mal, bon, mauvais, juste ou injuste. Donc c'est vraiment sa façon de concevoir son rôle, sa façon de penser, ses valeurs et ses principes qui vont le guider dans ses prises de décision, qui m'intéressent. Donc, c'est beaucoup une question de processus de construction de sens qui joue un rôle dans la prise de décision éthique. Je me suis intéressée particulièrement à leur sensibilité éthique, c'est-à-dire, en fait, ici, je vais vous définir la sensibilité éthique, c'est une aptitude à percevoir les valeurs, les normes et les principes qui vont être fragilisés, en tension ou non respectés en situation d'action. Donc, les valeurs, les normes, les principes perçus vont correspondre aux normativités des acteurs, ce qui m'intéresse. Et l'imaginaire politique, c'est pour comprendre leur vision du monde quant au rapport de pouvoir des différents acteurs du monde dans lequel ils évoluent en tant qu'administrateurs ou eux-mêmes se placent en termes de rapport de pouvoir aussi. C'est des concepts qui m'ont accompagné. Et agentivité éthique et politique, c'est comment, en fait, sont-ils capables d'articuler une réflexion sur ces enjeux-là, sur ces questions-là, sur leur éthique ou sur les dimensions politiques de leur rapport à leur rôle d'administrateur, et sont-ils capables d'actualiser leur vision de leur rôle dans leur contexte d'action comme administrateur. Donc, ma méthode, en gros, j'ai fait des entretiens semi-dirigés auprès de 40 membres de conseil d'administration, dont 6 PDG. Là, c'est ici que je vous explique un peu la composition des conseils d'administration. En fait, avec la réforme, c'est maintenant, il y a entre 18 et 20 membres par conseil, dont 10 sont indépendants, nommés par le ministre. Pourquoi? Parce que c'est une tendance de
mettre de plus en plus dans le monde du privé, dans les entreprises privées, de mettre un plus grand nombre d'administrateurs indépendants. Parce qu'on dit que ça fait, on dit, mais je veux dire, c'est considéré comme une pratique de bonne gouvernance, donc plus d'administrateurs indépendants. Et le ministre a décidé de faire la même chose en santé, pour la gestion de la gouvernance des établissements publics. Et donc, lui, il a mandaté un comité indépendant dont il a nommé les membres pour que eux sélectionne les candidatures des personnes qui vont s'être proposées pour nommer ensuite de ça des administrateurs indépendants qui correspondent à des profils de compétences. Ensuite, il y a des membres désignés par leurs collèges électoraux, donc soit le collège multidisciplinaire, le collège des infirmiers et des infirmières, santé publique, médecins, dentistes et pharmaciens. Et pour les centres universitaires, on a les membres universités affiliés. Merci. Donc, moi, dans ma recherche, j'avais 6 PDG, donc 18 membres indépendants, 12 membres désignés et 4 membres d'universités affiliées, ce qui m'a permis de faire des distinctions entre les différents statuts, des distinctions de profil, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Je vais finir par faire ma phrase. Comment j'interprète... Là, je suis dans mes réflexions de ce qui ressort, ce qui émerge de mon terrain. Et la préparation de cette conférence-là m'a fait réfléchir à toutes les pistes par rapport à ce que ça a dit sur la question de la démocratie. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que les administrateurs en sont conscients? Qu'est-ce que ça change au niveau des dynamiques à l'intérieur des conseils d'administration, etc. Donc, bon, les effets, ce que je constate, ce qu'on sait, mais ce qui a un impact important là-dessus, c'est que les administrateurs n'ont plus d'autorité formelle sur l'équipe de direction. Comme ils ne nomment plus le PDG, ils n'évaluent plus le PDG, ils ne font plus la planification stratégique. En fait, ils sont... donc, ça transforme complètement leur rôle et leur pouvoir. Cela dit, leur rôle il reste qu'ils ont un pouvoir important, mais un pouvoir de soutien, en fait, d'aide, parce que l'équipe de direction va dépendre beaucoup maintenant du conseil d'administration, parce que le ministre est très, très autoritaire, très, très exigeant, très, très directif, et les équipes de direction doivent opérationnaliser sa réforme, et les administrateurs, qui sont souvent des personnes quand même avec beaucoup d'expertise, ont transformé leur rôle et sont devenus une équipe de soutien à la direction. Par contre, ça pose problème sur le plan ça pose plusieurs problèmes, mais notamment sur le plan de la transparence et de l'accès à l'information, parce que les administrateurs prennent leurs décisions à partir d'informations qui sont issues des tableaux de bord, qui ont des gros tableaux de bord avec des indicateurs et des cibles, etc. Et ces tableaux de bord-là sont mis en place par la direction à la demande du ministre. Donc, toute l'information dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions provient pas des citoyens, pas d'instances indépendantes des usagers en santé, etc., mais bien des membres de la direction. Donc, cette déconnexion-là par rapport au terrain, elle est bien là. Il y a plusieurs enjeux éthiques à souligner par rapport à ce déficit démocratique-là. Déjà, justement, l'éloignement du terrain, donc les préoccupations. En plus, il y a des membres du personnel qui sont sur les conseils d'administration, qui vont essayer, certains sont récalcitrants à la réforme parce qu'ils voient bien les effets néfastes sur le terrain par rapport à leurs collègues, mais aussi aux usagers, puis ils vont essayer de parler au sein du CA des conséquences de leurs décisions sur le terrain et qui vont se faire recadrer pour se faire dire « Non, votre rôle, c'est pas ça, c'est de rester au-dessus de la mêlée. » On dit ça pour dire « ça, c'est trop en mode gestion quand vous parlez des effets sur le terrain. » Mais après, quand on prétend qu'ils peuvent aller au-dessus de la mêlée, c'est faux parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de s'assurer que leur établissement répond à la mission, aux visions et aux valeurs qu'il a. Donc, les administrateurs, quand on leur demande comment ils conçoivent leur rôle puis envers qui ils se sentent redevables, responsables plutôt, ils se voient vraiment comme étant au service du ministre. Pas tous, mais une grande majorité, parce qu'ils ont été nommés par le ministre. Et même si c'est symbolique, ça reste qu'ils se voient comme autant au service du ministre, d'abord et avant tout. Et il y a peu ou pas d'espace de délibération sur les enjeux éthiques de fond. En fait,
moi, dans mes entretiens, je leur ai posé plusieurs questions importantes sur leur vision de la santé. C'est quoi un réseau public de santé, etc. Puis par rapport à la structure de gouvernance, leur établissement, comment ça se passe selon eux en ce moment. Et ils ne disent pas en conseil et ils n'avaient pas d'idée de qu'est-ce que pensaient leurs collègues sur ces mêmes questions-là. Donc ça m'a étonnée. C'est des visions complètement éclatées aussi par rapport à ces enjeux de fond-là. Et il y en a qui étaient intéressés à participer à la recherche parce qu'ils voulaient avoir les résultats, parce qu'ils voulaient savoir ce que leurs collègues pensaient, éventuellement. Donc ça vous donne une idée. Et donc, en conclusion, je ne sais pas si on peut appeler ça une conclusion, mais bref, de ce que j'en déduis pour l'instant, là, les plus grandes pistes de réflexion sur lesquelles je suis, c'est, je me questionne à savoir si ce déficit, je me questionne pas vraiment, là, mais j'ai mis un point d'interrogation pour être plus diplomatique, là, parce que, tu sais, un déficit démocratique au détriment de la population, point d'interrogation, probablement, en fait. Il y a plus d'instances, en fait, pour s'assurer que les établissements de santé jouent bien leur rôle et respectent leur mission. Avec tout ce que je vous ai expliqué comme en dehors du conseil d'administration qui ne peut plus jouer le rôle d'un conseil d'administration, avant ça, vous avez su qu'il y avait eu d'autres abolitions de contre-pouvoirs, disons. Donc ça, c'est difficile. En plus, les séances de conseil d'administration sont publiques, mais il n'y a pratiquement personne, sauf, il y a des représentations syndicales parfois, et les administrateurs sont quand même déçus qu'il n'y ait pas plus de public, mais l'information ne se rend pas. Tu sais, ça reste que, même si c'est des séances publiques, c'est pas assez connu pour que ce soit exercé comme lieu de participation citoyenne, disons. Et c'est une minorité d'administrateurs qui saisit les implications de ces changements-là pour le réseau de santé québécois dans son ensemble. La préoccupation pour la démocratie et la participation citoyenne est très, très, très peu présente dans leur discours. Et il y a une rupture aussi avec les préoccupations réelles des travailleurs au profit d'une justification d'une logique comptable. Donc, quand on leur mentionne à quel point les travailleurs ont parlé dans les médias, les coûts de la santé mentale au travail, des arrêts de travail, etc., il y en a beaucoup qui nient, qui disent que les médias amplifient la situation pour jouer le jeu des syndicats. Mais ça dépend, là, les discours varient beaucoup, mais il y a surtout les administrateurs indépendants qui sont pas sur le terrain, donc ils peuvent pas le constater, qui se fient qu'au tableau de bord, vont être vraiment loin des préoccupations réelles des travailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle.